To talk with you again. Voilà de retour. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de deux choses. La première, c'est comprendre en fait à un niveau macroéconomique qu'est-ce que ça fait que les taux d'intérêt augmentent. Parce qu'on entend ça aux informations au quotidien. Aujourd'hui, on parle effectivement aussi d'inflation, mais ça c'est un autre débat. Et on parle des taux d'intérêt, notamment de la Banque fédérale américaine qui augmente les taux d'intérêt. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que c'est cet effet de vase communicant d'un point de vue investisseur. Et dans un deuxième temps, eh bien, on parlera de en quoi ça peut influencer nos investissements sur le marché des actions ou bien sur le marché des obligations. Alors commençons tout de suite par essayer de comprendre quel est en fait l'impact des taux d'intérêt sur le marché des actions ou le marché des obligations. Alors, pour faire simple, quand la Banque fédérale, qu'elle soit la Banque centrale européenne, la Banque fédérale américaine, augmente ses taux d'intérêt, en fait, eh bien, elle prête de l'argent à quelqu'un. Donc, forcément, si les taux d'intérêt de ce quelqu'un, donc les institutions financières comme les banques, empruntent de l'argent à un taux d'intérêt qui est plus élevé, ils doivent rembourser plus ou emprunter moins, et eux vont répercuter cette augmentation du taux sur l'argent qu'ils vont pouvoir prêter en fait à toi, moi, à n'importe quel citoyen. Et donc du coup, en fait, le fait d'avoir des taux d'intérêt qui augmentent, qu'est-ce que ça génère? Ben, ça génère un accès moins facilité à l'argent. Qu'est-ce que ça a comme impact, cet accès moins facilité à l'argent? Eh bien, ça a comme impact que si on accède moins facilement à de l'argent, eh bien, les compagnies qui font de la recherche et développement, qui cherchent à avoir justement des emprunts pour pouvoir s'agrandir, essayer d'acheter ou d'étendre leur marché, eh ben, forcément, ils auront moins d'accès à l'argent, donc ils seront obligés de décaler dans le temps en fait leur nouvelles recherches, soit décaler dans le temps effectivement leur volonté d'expansion, développer des produits moins innovants et ou des productions qui vont être moins importantes. La conséquence en tant qu'investisseur pour nous, c'est que si jamais eh ben, j'ai un accès moins facilité à l'argent parce que je dois payer plus cher en fait d'intérêt, et bien du coup, quand je vais emprunter cet argent-là, cette somme d'argent, si c'est plus difficile, et bien forcément, je vais pouvoir en injecter moins en fait sur le marché des actions. Donc, ce qui fait que quand on a des taux d'intérêt qui augmentent, eh bien, ces taux d'intérêt font que sur le marché des actions, mais il y a moins d'échanges, en fait, on va dire, puisqu'il y a moins de gens qui ont accès à l'argent. Et donc, du coup, bah, ça réduit les prix à terme de ces actions, parce que comme ce n'est ni plus ni moins qu'une confrontation constante entre l'offre et la demande, et bien, du coup, si on a une demande qui est moins importante avec une offre qui est toujours existante, forcément, cette offre-là, eh bien, elle est surabondante, et comme elle est surabondante, les prix diminuent. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du marché des actions. Qu'est-ce que ça fait la hausse des taux d'intérêt sur le marché des obligations? Eh bien, quand j'achète une obligation aujourd'hui, si mon taux d'intérêt, par exemple de la Banque centrale, on va dire, il est à 0,25%, comme c'était à peu près le cas il y a quelques mois, eh bien, quand je vais acheter mon obligation va avoir un rendement. Ce rendement va être par exemple de l'ordre de, je vais prendre un chiffre au hasard, de 2%. Et si ce rendement il est de 2% et que moi, forcément, quand j'ai emprunté l'argent, eh ben, j'ai que 0,25 à rembourser, j'ai 1,75 qui me revient dans la poche. Si maintenant ces taux d'intérêt augmentent et qu'ils passent à 1 ou à 2%, eh bien, les obligations qui ont été émises à 2%, elles sont plus du tout attrayantes parce que, en fait, leur taux de rendement vient juste à combler, en fait, l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, ce qui fait que les obligations qui ont été émises à ce moment-là, eh bien, ne sont pas intéressantes et donc leur prix, en fait, diminue. Si j'ai une obligation qui maintenant me demande, moi, d'emprunter de l'argent à 2%, eh bien, cette obligation qui va être émise à l'instant T va devoir être plus attrayante que ces 2%. Donc, elle va peut-être être à 3 ou à 4%. Si elle est à 3 ou à 4%, eh bien, il s'avère que les obligations, historiquement, notamment les obligations d'État sur le marché américain, en fait, l'État américain n'a jamais fait défaut pour rembourser ses obligations.
En Europe, c'est un débat un petit peu différent, mais globalement, les États en fait occidentaux ne font pas défaut sur ces obligations. C'est ce qu'on appelle zone d'investissement gratuite. Eh bien, il va y avoir un transfert, encore une fois, de vases communicants. On a vu que les taux d'intérêt augmentent, les prix en fait des actions sont moins intéressants parce qu'il y a un combat entre l'offre et la demande. Mais en plus de ça, il y a un transfert des grands investisseurs parce que eux, en fait, ils veulent générer du revenu, mais ils veulent générer du revenu avec un risque minimalisé, ou en tout cas un risque qui est contrôlé. Et donc, du coup, si on a des obligations qui sont à 4 ou 5% de ce qu'on appelle la risk-free investment, et bien du coup, ils vont vendre leurs actions, prendre l'argent et le transférer pour acheter des obligations. Et donc, du coup, le prix des obligations, offre-demande, eh bien, va se retrouver avec une demande plus importante par rapport à l'offre, le prix des obligations va augmenter. Pourquoi ils font ça? Parce que si j'ai 4 ou 5% avec mes obligations, eh bien moi du côté de mes actions où je prends un risque en achetant des actions d'une compagnie qui est sur le marché, eh bien il faut que le rendement en proportion de ce risque soit conséquent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il couvre à minima les 4 ou 5% de l'obligation, mais en plus de ça, il faut qu'il y ait un rendement quand même supérieur qui puisse être suffisamment attrayant pour qu'on laisse l'argent de ce côté-là. Donc en fait, on comprend bien que il y a un effet de vase communicant dans un premier temps entre le marché des actions et le marché des obligations, mais en plus de ça, quand on a une hausse des taux d'intérêt, eh bien, on comprend aussi bien, pour résumer, que l'accès à l'argent étant moins facilité, eh bien, ceux qui ont déjà émis des investissements ont envie de les protéger ou en tout cas minimiser leurs risques, et donc il va y avoir un transfert du marché des actions vers le marché des obligations. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair cette explication au niveau macroéconomique, mais c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans le point numéro 2 tout de suite que dans l'investissement des actions, il y a des cycles qui sont liés avec la période. On n'est pas sans savoir que Ray Dalio, la semaine dernière, a effectué une interview et que globalement les marchés tels qu'on les connaît à l'heure actuelle sont au plus haut et qu'ils vont devoir faire une régression. Et il y a 2 semaines en arrière, Michael Burry, celui qui avait prédit la chute de 2008 avec le marché en fait immobilier américain, a publié sur Twitter un tweet en disant attention, la dernière fois que c'est arrivé, personne n'a voulu m'écouter, je vous le redis encore, on est vraiment à quelques pas d'un krach boursier, en tout cas du marché des actions qui va dégringoler. Et en tant qu'investisseur, ça va nous intéresser parce que il y a globalement 11 secteurs qui sont définis au niveau de l'investissement des marchés. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle le IT, donc tout ce qui est information, technologie d'information. Ensuite, on a le healthcare, donc tout ce qui est santé. On a le secteur financier, le secteur de la consommation, en fait, on va dire, non nécessaire, de la consommation nécessaire, de la communication, le secteur industriel, le secteur de l'énergie, le secteur des utilities, donc les utilities, je reviendrai dessus dans quelques secondes, le secteur de l'immobilier et le secteur, en fait, des matières premières. Alors, si on reprend en fait ces choses-là, eh bien, on va voir un peu plus tard sur un document qui a été publié par Fidel qui démontre en fait à quel moment du cycle les secteurs sont plus performants ou moins performants. Et nous, comme on est quand même des investisseurs intelligents, eh bien, on s'aperçoit que le temps dans le marché, c'est ça la chose la plus importante. Il faut rester dans le marché le plus longtemps possible. Mais si jamais je voulais faire un investissement, en tout cas m'orienter sur un secteur, eh ben, ce serait peut-être plus judicieux d'essayer d'étudier à quel moment en fait du cycle on est pour pouvoir en fait acheter les secteurs qui sont moins sexy, on va dire, et qui vont revenir à la prochaine période et donc du coup ben, en fait faire plus de marge et de profit dessus. Alors je vais revenir sur les secteurs. Le premier, l'IT, c'est tout ce qui est
information, technologie d'information. Donc ça va être par exemple Microsoft, ça va être Mastercard. Pour ce qui est de la santé, des grandes enseignes, par exemple sur le secteur américain, ça va être Johnson Johnson, ça va être Biogen, ça va être CVS, c'est tout ce qui est lié à l'apport de marchandises médicales, à la grande entreprise pharmacologique, à la recherche sur la santé. Pour tout ce qui est financier, bon, ça c'est assez simple à comprendre, hein, c'est toutes les institutions financières, en fait, là où il y a des mouvements d'argent. Donc, c'est-à-dire, ça va être par exemple les assurances, on peut parler de Berkshire Hathaway, on peut parler des banques, on peut parler de Wells Fargo, de la Bank of America, Citigroup, et les mouvements donc d'argent, comme par exemple American Express, Visa. La consommation non nécessaire. La consommation non nécessaire, c'est par exemple tout ce qui est biens en fait de luxe, biens qui sont pas de nécessité vitale. Alors ça va être Apple, ça va être Starbucks, acheter Amazon. Ça c'est par exemple c'est pas nécessaire à la survie. Dans le secteur également de la consommation, il y a ce qu'on appelle la consommation défensive également, tout ce qui va être lié à la survie et aux biens de première nécessité. Alors ça va être par exemple des grandes surfaces, ça va être tout ce qui est de produits, on va dire d'entretien. Alors on peut citer Procter Gamble, on peut citer Kroger, on peut citer Costco par exemple, dans les grandes enseignes. Pour ce qui est de la communication en soi, la communication en soi, en fait, les services de communication, c'est tout ce qui est, en fait, qui sert à garder les gens connectés. Alors là-dedans, on va pouvoir retrouver, par exemple, des enseignes comme Netflix, comme Facebook ou comme Disney, AT&T, par exemple, aux États-Unis. Pour ce qui est de l'énergie, l'énergie, c'est tout ce qui est lié à la production d'énergie. Donc ça va être des enseignes comme Exxon, comme Chevron, comme Kinder Morgan, en fait, ils vont jouer un rôle dans tout ce qui est huile, gaz, fuel. Pour ce qui est en fait, des utilities, c'est tout ce qui touche au domaine en fait essentiel pour un fonctionnement d'une maison, d'une entreprise. Ça va être l'eau, l'électricité, le gaz. Et bien là, par exemple, mais on va parler de ça non pas à la phase de production massive, mais à la phase en fait de revente et d'utilisation. Et bien là, on va retrouver par exemple une compagnie comme Duke Energy qui va apporter par exemple de l'électricité. Au niveau du real estate ou de l'immobilier, eh bien là, on va trouver tout ce qui en fait touche à l'immobilier. L'immobilier, que ce soit pour les particuliers, l'immobilier commercial, la construction, le développement. Et bien ça va être par exemple des compagnies comme American Tower Corporation ou Realty Income, en fait, qu'on appelle les REIT également. Ensuite, je vais parler de la dernière chose, et bien, c'est tout ce qui est matière première. Matière première, c'est vraiment lié à tout ce qui est extraction, recherche et exploitation en fait de mines. Et dedans, on peut citer par exemple des compagnies comme Mercer, ou on peut citer une compagnie par exemple canadienne qui s'appelle Buy to Gold. Au niveau des secteurs, on parle aussi en fait du secteur industriel. Le secteur industriel, c'est tout ce qui va servir en fait à l'industrie d'infrastructure, de connexion, pas de connexion communication, mais de connexion voie ferrée, route, trafic aérien. Et donc dedans, on peut y mettre par exemple Delta, GBHT, Raytheon Corporation, FedEx. Et également dans l'industrie, on retrouve tout ce qui est armement et aérospatial. Voilà. Maintenant, je vais te montrer ce schéma qui a été fait par Fidelity, que je trouve très très bien. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 4 phases dans un cycle de marché. Donc le premier, eh bien, c'est ce qu'ils appellent le early. Du coup, là, on s'aperçoit que les plus performants, qui sont les consommations non essentielles, tout ce qui est le secteur financier, les industriels, en fait, le secteur industriel, et tout ce qui est la technologie. Pourquoi? C'est assez simple à comprendre. En fait, l'accès à l'argent devient plus facile. Donc, comme il y a un accès à l'argent
qui devient plus facile, eh bien les gens n'ont plus besoin en fait de répondre au strict nécessaire et donc ils peuvent globalement dépenser de l'argent dans tout ce qui est IT. C'est pareil pour les compagnies. En fait, les compagnies elles fonctionnent de la même manière qu'un individu. C'est-à-dire que quand elle est obligée de se serrer la ceinture, eh bien elle va que à l'essentiel. Et puis quand elle peut se payer des extras, elle se paye des extras. C'est pour ça que ces secteurs-là sont les plus performants. Les moins performants à ce moment-là, donc dans la première phase qui est la phase de croissance, on va dire de montée, eh bien on va retrouver l'énergie, on va retrouver les services de communication, on va retrouver par exemple la santé, les utilities ou tout ce qui est consommation défensive. Pourquoi? Ben, à cause du même principe, les gens on dépense en fait leur argent au strict minimum, mais comme il y a un surplus d'argent, ce surplus d'argent, au lieu de le faire en réserve, est utilisé pour investir sur des nouveaux développements. Ensuite, quand on est dans la phase qu'ils appellent la mid, c'est la phase la plus longue. C'est celle dans laquelle on est, c'est-à-dire que ça va arriver, la croissance du marché va arriver jusqu'à une espèce d'apex. Et c'est là où on va voir par exemple une croissance de l'inflation hors norme. C'est ce qu'on commence à voir aux États-Unis avec des taux à 5% qui n'ont pas été rencontrés dans les 40 dernières années, en tout cas aussi vite. Et donc un espèce d'essoufflement du marché. Et donc là-dedans, on voit que ceux qui vont être les plus performants, ça va être le secteur industriel, et bien par exemple les compagnies aériennes et le service de technologie. Et je trouve que hormis le Covid, si on prend et qu'on revient à début 2019, enfin, le boom dans le secteur de l'aviation était juste hallucinant, notamment avec l'arrivée de la Chine. Et puis les compagnies de technologie, en fait, étaient sur tous les lèvres. Donc ça, c'est bien retranscrit. En revanche, ceux qui sont les moins performants, eh bien, c'est les matières premières et les utilities. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les matières premières comme, je sais pas moi, l'or, le zinc, le cuivre, le bois, eh ben, c'est moins attrayant à ce moment-là. Ensuite, on passe dans la phase qu'ils appellent late, et en fait, ça, c'est la phase où c'est la dégringolade, et c'est celle qui commence à pointer son nez, notamment avec ce qu'a dit Ray Dalio et le Dr Michael Burry. Et là, en fait, quand on rentre dans cette phase-là, ce qui, à mon avis, est assez imminent, eh bien, les secteurs qui vont être les plus performants, on voit bien que c'est la consommation nécessaire, l'énergie, les utilities, les matériaux, en fait, les matières premières et en fait la santé. Parce que on recentre en fait les activités sur l'essentiel. C'est aussi simple que ça. Et donc ceux qui sont laissés un petit peu sur le côté, ça va être la technologie et tout ce qui est consommation de non-nécessité. Et ensuite, quand on arrive dans la phase de récession, alors la phase de récession, c'est la phase vraiment la plus dure, où on est vraiment à compter ses centimes et être sûr qu'on est capable de d'abord se mettre un toit sur la tête, se nourrir, s'habiller et se protéger, notamment avec la santé. Eh bien, on voit que ceux qui continuent à performer, eh bien, ce sont la consommation défensive, les services de santé, les services de communication pour pouvoir rester connectés effectivement, et les utilities. Et ceux qui sont les moins performants, c'est le secteur industriel, le secteur de technologie, le secteur financier et de matières premières. En fait, marché de l'immobilier, il n'est pas pris dans le cycle. Pourquoi? Parce que en fait, c'est quelque chose qui est cyclique, mais qui, en plus de ça, rentre quand même dans un besoin de première nécessité. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un toit en premier. Donc, il a son cycle particulier par rapport à l'investissement sur le secteur du marché. Ce poids qu'on retrouve sur les secteurs, eh bien, si on veut être un investisseur, je dirais, intelligent, et eh bien, on s'aperçoit que dans notre diversification de portefeuille, il serait peut-être, et ça c'est pas un conseil, hein, c'est un point de vue, il serait peut-être judicieux justement que la réflexion du poids du portefeuille selon les secteurs soit en corrélation avec le poids du secteur sur les capitalisations de marché, c'est-à-dire la représentation en fait du marché global, et que en fait on puisse utiliser des petits leviers
pour utiliser en fait la phase et faire augmenter de 1 ou 2% en fait les secteurs qui sont les moins performants au moment de la phase dans laquelle on est, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, eh bien, je dirais que les secteurs comme par exemple le secteur de utilities ou le secteur de matières premières qui représentent 6% et 3%, eh bien eux, si moi je devais investir, en tout cas faire un investissement sur une compagnie, j'irais d'abord chercher dans ces secteurs-là des compagnies. Et une fois que j'ai ces secteurs-là, si je venais à faire un achat, eh bien je ne voudrais pas que ça représente, par exemple pour le secteur des utilities, plus de 5% de volume, enfin du poids total de mon portefeuille, et pas plus de 8% sur mon portefeuille. Si jamais je prenais de la matière première. Pourquoi? Parce que en fait, ces 2%-là, ben, quand ça va commencer à performer, ben, tant mieux, je vais pouvoir prendre mes profits et utiliser ces profits-là pour acheter en fait les autres secteurs moins performants dans notre phase. Voilà, ben, écoute, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de mettre le petit like. Ça, c'est pour l'algorithme de YouTube. Comme ça, eh bien, ça va permettre de générer en fait des vues et de pouvoir le partager parce que mon objectif d'arriver à 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, eh bien, il ne faut pas se leurrer, on en est quand même très 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 loin. Mais c'est pas grave, et moi je prends du plaisir à faire ces vidéos pour moi et pour toi. Donc si tu l'as aimé, n'oublie pas le petit like et de t'abonner si tu n'es pas abonné. À une prochaine fois, et n'oublie pas, moi je préfère les avoir dans la poche.